communication, j'ai vu que le sous-thème, c'était la guerre communicationnelle et comment détecter la désinformation. Et aujourd'hui, ça a un lien avec la gouvernance d'Internet parce que, comme il a dit, les États qui prennent des lois pour corser un peu Internet, ils ont des arguments, c'est-à-dire parce que les internautes utilisent mal Internet. Il y a beaucoup de désinformation qui circulent. Donc, c'est des arguments en général que les États utilisent pour faire des lois plus contraignantes. Et peut-être si on a le temps, on va parler un peu de la loi sur la cybercriminalité au Mali, qui est une loi qu'il faut chercher à lire et qui est très, très pernicieuse, qui peut vous permettre d'aller en prison à cause de juste un commentaire. Voilà. Donc en introduction, j'ai signalé que le droit d'être informé et d'informer est devenu un enjeu de défense et de sécurité, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. L'opinion, l'espace public deviennent un enjeu de guerre communicationnelle. D'après une étude de VisiPrint, c'est une plateforme de veille en ligne, la politique est le deuxième domaine le plus touché par les fake news après le domaine de la santé. Donc ici, vous voyez, la guerre, elle est communicationnelle. Ce n'est pas seulement militaire. Je vais vous donner des exemples. Quand vous prenez en 2012, quand les rebelles ont attaqué le Mali, si vous vous rappelez de l'histoire, si vous avez lu dans les journaux, vous verrez que les deux seules localités où les femmes ont fait la guerre, c'est à Kissalit et à Gelok. Vous allez pratiquement à Gao et à Tombouctou, il n'y a pas eu de combat. Parce que les terroristes ont utilisé la communication pour faire peur à nos militaires. Ils ont un peu brandi les militaires qui sont décapités à Gelok, à Kissalit, faisant croire que c'est le même sort qu'ils allaient réserver aux autres militaires dans les camps de Gao Tombouctou. Donc, c'est trouvé que c'est vrai que l'armée avait déjà des problèmes. Donc, à Tombouctou, par exemple, l'armée a quitté la ville sans combat. Donc, vous voyez comment la guerre est communicationnelle. Quand vous prenez aujourd'hui le départ de la France, de la MINUSMA, vous avez vu toute cette campagne d'influence. L'opinion publique a été préparée d'abord. Il y a eu beaucoup de désinformation qui a mis à nu l'échec de la France, l'échec de la MINUSMA. Et ça a préparé l'opinion à accepter le départ de ces forces. Donc, vous voyez comment est-ce que quand vous avez aujourd'hui l'opinion publique avec vous, il est facile de mettre certaines décisions en œuvre. Et quand vous prenez, par exemple, l'exemple sur la MINUSMA, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 ans que la MINUSMA était là? Pour préparer l'opinion à faire partie de la MINUSMA, on a mis en avant son incapacité à mener la sécurité, n'est-ce pas? Et on a profité de l'ignorance des gens. Quand vous regardez toute la résolution de la MINUSMA, il n'est écrit nulle part qu'ils sont venus faire la guerre. Mais ils savent que dans l'imaginaire populaire, quelqu'un qui a une arme, il est là pour faire la guerre. Donc l'opinion ne pouvait pas comprendre comment est-ce que la MINUSMA est là pour les faire. Donc si on prend le bilan de la MINUSMA sur la base de la résolution qui déploie la MINUSMA, on va dire qu'en réalité, la MINUSMA n'a pas échoué. Mais vu qu'ils savent que les gens ne connaissent pas les textes qui régissent les relations entre les États, les textes qui régissent les relations entre les organisations, donc on travaille sur cette méconnaissance pour diffuser la fausse information et préparer à avoir l'opinion publique avec soi. Donc, ça veut dire que la guerre aujourd'hui, même quand vous prenez par exemple la CEDEAO, c'est vrai qu'officiellement les autorités n'ont pas parlé de quitter la CEDEAO, mais de plus en plus, on attend les voix des intellectuels qui parlent de sortir de la CEDEAO. Mais ils ne disent pas, par exemple, les conditions dans lesquelles le Mali peut sortir de la CEDEAO. Selon les accords qui nous lient à la CEDEAO, c'est un gouvernement démocratiquement élu qui peut sortir un pays de la CEDEAO. Et il y a des avertissements, il y a des étapes. Mais en fait, on ne dit pas ça à l'opinion publique. Donc les gens pensent qu'on peut automatiquement sortir de la CEDEAO. Et quand on doit sortir de la CEDEAO, on ne parle pas aussi des conséquences. Imaginez, il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a 1 million peut-être au Sénégal, 500 000 au Burkina. Le jour où le Mali prend la décision de sortir de la CEDEAO, la même minute, ces 4-5 millions de Maliens deviennent automatiquement des immigrés dans ces pays, en situation irrégulière. Parce qu'un Malien va en Côte d'Ivoire sans visa, parce qu'on est dans la CEDEAO. Donc, automatiquement, dès qu'on quitte la CEDEAO, on devient ressortissant d'un pays qui a besoin de visa pour vivre en Côte d'Ivoire au Sénégal. Donc, même plus de 5-6 millions de Maliens en danger.
On crée même des problèmes à ces pays qui sont, comment gérer ces flux, des personnes qui sont devenues à la seconde des immigrants. Donc, il y a toutes ces informations que les gens n'ont pas. Donc, on utilise tout ça pour manipuler le suivant. Donc, maintenant, vous avez vu que le domaine de la politique est le deuxième domaine le plus touché par la désinformation. Après la santé. Vous savez, le secteur le plus touché, c'est la santé. Et on est toujours acteur de la désinformation. Le fait de dire que c'est ce médicament qui m'a guéri, donc tu as presque le mal même que moi, je te donne ce médicament, tout ça, c'est de la désinformation. Le fait de dire que de prendre tel produit permet de guérir de telle maladie, pourtant tu n'es pas médecin, ce n'est sur la base d'aucun argument scientifique, tu es dans la désinformation. Donc, le secteur de la santé est le plus touché. Après, il y a la politique. Quand on dit politique, c'est gouvernance, diplomatie, ainsi de suite. Donc, au Mali, pour l'instant, on n'a pas de chiffres par rapport à l'impact de la désinformation. Il y a des études qui sont en cours. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de campagnes de désinformation sur le Mali que vous suivez tous les jours. Tous les jours. Et ces campagnes ont eu une influence sur le contexte sécuritaire qui est déjà difficile. Quand vous prenez en 2018 le conflit au centre entre les communautés, la désinformation a été la cause de l'amplification du conflit. Les faux messages ont été diffusés pour créer la haine entre les communautés. Donc, au Mali, toute la population est atteinte par la désinformation, que ce soit la population en ville, dans les bourgades autour de la ville et même dans les localités. Et selon vous, comment est-ce que la désinformation circule dans les villages, par exemple? Qui peut, oui, de bouche à oreille, les radios communautaires très bien, et les réseaux sociaux. Voilà, quel réseau social principalement? WhatsApp. WhatsApp est le réseau social le plus utilisé au Mali. Et les fausses informations sont plus dangereuses sur WhatsApp que même sur les réseaux sociaux. Parce que WhatsApp est facile à utiliser. On peut traduire dans les langues. Donc, moi qui suis à Bamako intellectuel, quand vous partez à l'école et que vous êtes en ville, vos parents au village vous prennent pour un demi-dieu, n'est-ce pas? Imaginez comment je prends une fausse information, je la traduis en langue d'Ogosso et j'envoie dans le groupe. Ils vont prendre pour de l'argent comptant. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de vidéos circulent dans les langues locales et c'est de la désinformation et ça circule dans tous les groupes WhatsApp. Et imaginez, nous on a fait une étude, on a fait une étude financée par l'Union européenne. Quand vous lisez l'étude, c'est extraordinaire. Vous partez dans un village, ou bien votre oncle vous appelle du village, il n'a pas de téléphone. Mais il te dit, j'ai vu ton intervention dans WhatsApp. Parce que vous allez voir qu'au village, c'est 2 à 3 personnes qui ont un téléphone Android, qui ont accès à l'information. Et le matin, c'est eux qui se promènent pour dire aux vieux sur le hangar. On sait ce qui s'est passé à Bamako aujourd'hui. On sait ce qui s'est passé. Donc, ce qui fait que c'est comme ça que l'information circule. Et ces vieux-là, il faut que tu aies le regard au-delà. En ligne, dans la définition du contraire, ils ne vont jamais te croire. Donc, ouais, WhatsApp est le réseau social le plus utilisé et son accessibilité est facile. Et ça fait circuler là. Et c'est là-bas qu'est due la désinformation. Et puis, je ne sais pas si vous faites quelque chose. Désormais, si vous allez sur Facebook, ne cherchez pas seulement à lire les messages et à passer. Quand vous voulez déspécialiser la gouvernance d'Internet, il faut aussi, au moment où vous êtes sur Facebook, il faut analyser le comportement des gens. Il faut analyser les messages, il faut analyser la façon dont l'information est écrite. Quand vous voyez une première information, il faut chercher à savoir est-ce qu'il y a une deuxième information qui est construite sur la même base. Donc, ça vous permet déjà de comprendre. Regardez, vous voyez les grands intellectuels, même des ministres, ils ont des profils Facebook, mais il y a des informations qu'ils ne partagent jamais sur Facebook. Mais tu les vois, ils partagent dans les groupes WhatsApp. Parce que WhatsApp, il est facile de passer inaperçu, de diffuser des fausses informations. Mais quand tu mets sur Facebook, aujourd'hui, avec leur fameuse VAR, où on peut capter ta publication, ta vidéo, ensuite ressortir ça contre toi. Aujourd'hui, nous, on appelle ça le fact-checking social, qui fait que quand vous dites quelque chose sur Internet, ça ne disparaît jamais. Et même quand vous supprimez, vous avez l'impression que c'est parti. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui a peut-être capturé, quelqu'un a enregistré, la personne sort ça comme jour.
Et avant de passer sur WhatsApp, je parlais d'une étude qu'on a menée. Vous savez, en milieu Maraca, chez les Maracas, on a vu des jeunes qui s'enrichissent aujourd'hui à cause de WhatsApp. Comment ils font? C'est les jeunes intellectuels qui sont allés à l'école, qui savent lire et écrire, mais qui sont au village qui ne font rien. Donc, ils créent des groupes WhatsApp et ils demandent aux vieux, tu payes 500 francs par mois pour être dans le groupe. Donc, eux, leur rôle, c'est quoi? Eux, ils vont le matin chercher l'information sur Internet, sur RFI, France 24, et ils traduisent ça en sonique et ils mettent dans les groupes. Et les vieux sont informés. Et chaque mois, chacun paye 500 francs pour rester dans le groupe. Là, à la fin du mois, quand tu ne payes pas 500 francs, on te sort. Ça, on a vu des jeunes comme ça, ils vivent de ça. Et c'est des gars qui circulent la désinformation parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'analyse, ils n'ont pas ce recul vis-à-vis de la fausse information. Donc, c'est les cas, et puis c'est les idées de projet que je vous donne. Vous pouvez lire dans vos là, vous voyez comment les maracas savent chercher l'argent. Voilà. Donc, on y va. Voilà, c'est bon. Donc, tu as soupli. J'ai soupli. Je tourne à A encore. Attendez. C'était à fake news. Le prochain slide, en haut. Ça. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est ça. C'est bizarre, pourquoi quand c'est en plein écran? La transition est faite. Il faut mettre en écran. Voilà, mets ça comme ça, c'est bon. Les gens voient. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, une fake news, c'est un terme anglais, ça veut dire fausse information. C'est une traduction terre à terre. Maintenant, il y a l'équivalent français parce que vous savez, aussi, on est dans une guerre linguistique où la francophonie pense que les anglophones sont en train de bouffer le français. Donc, tous les nouveaux mots qui se créent sont en anglais. Donc, les Français aussi veulent imposer leur. Vous savez, nous, on est parti à l'île Maurice pour un peu parler des désinformations. Il y avait beaucoup de pays anglophones. Donc, c'est une organisation française qui a financé le voyage de tous les facteurs de la francophonie. Ils nous ont dit, arriver là-bas, si les Anglais nous parlent anglais, on ne doit pas répondre. Il faut nous faire respecter. Nous, on doit imposer le français. Donc, si chacun reste dans son truc, ça va donner un dialogue de sourds. Parce qu'ils disent que les Anglais pensent que c'est eux qui sont supérieurs aux autres. Partout où on va, c'est eux qui parlent l'anglais, ils ne peuvent pas parler le français. Donc, maintenant, ils ont trouvé un mot ils essaient d'intox, infox pour remplacer le mot fake news. Donc, quand vous voyez intox, infox, c'est la même chose. Ça veut dire fausse information. Maintenant, pour faire la différence entre la fausse information et la désinformation, voici un exemple que je donne. Aujourd'hui, on n'utilise même plus le mot fausse information. On a dépassé cette étape. Parce que la fausse information, c'est consister à dire, par exemple, que, rappelez-moi votre nom. Dali Amadidia. Voilà, c'est dit par exemple que Dali a démissionné, par exemple, de l'Internet social ici. Pourtant, ça, c'est une fausse information, n'est-ce pas? Il suffit qu'il fasse un communiqué pour dire que c'est faux, il est toujours membre. Mais maintenant, les gens vont au-delà de ça. Maintenant, ils sont dans la manipulation, la désinformation. En disant qu'il a démissionné, ils vont dire non, en démissionnant, il a démissionné parce qu'il a détourné 1 milliard. Voilà. Or, peut-être que le budget même d'Internet ne dépasse pas 200 000 francs. Donc, les gens ont commencé à dire qu'il y a un choix dedans. Maintenant, on est plus en plus dans cette manipulation. On n'est plus dans la fausse information, on est même dans la désinformation carrément. Suivant. Donc, vous voyez, c'est une pratique qui consiste à fabriquer ou diffuser des fausses informations de manière volontaire ou accidentelle pour induire l'opinion publique à l'erreur. Et voici comment aujourd'hui on est baigné dans cette désinformation. Oui. Voilà, maintenant, il y a quelques types de désinformation que je vais vous expliquer et ça va vous permettre un peu de faire attention. Donc, vous voyez, il y a un genre journalistique qu'on appelle la satire. En fait, c'est une façon de transformer l'information. Ça existe, ce genre journalistique est reconnu. Mais aujourd'hui, c'est utilisé de plus en plus pour induire les gens en erreur. Ce n'est pas pour, ça n'a pas l'intention de nuire, mais les gens utilisent ça. Je prends un exemple. Quand vous partez en France, il y a un journal qu'on appelle Gourafi. Au fait, ils ont changé. C'est le journal Figaro
qu'ils ont transformé, donné Gourafi. Mais eux, ils disent des choses juste pour s'amuser. Ils peuvent par exemple dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la guerre, le Mali a acquis, par exemple, un navire de guerre. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'objectif de ce journal, va peut-être croire et partager, dire que le Mali a acheté un navire de guerre. Or, c'est un journal qui est satirique. Tout le monde sait qu'il dit ça pour plaisanter. Tout récemment, ils ont dit par exemple que la France aura un nouveau bébé parce que la première dame est enceinte. Voilà, les gens, pour ceux qui savent, ils savent que c'est pour rire, mais ceux qui ne savent pas vont penser que c'est vrai. Or, on sait que l'âge de la première dame aujourd'hui, c'est impossible qu'elle tombe enceinte. Et au Mali, il y a un journal qu'on appelle le Canard déchaîné qui fait de la satire. Et la satire est utilisée maintenant pour désinformer les gens. Par exemple, ils ont fait un article sur le président Goïta. Parce que dans la satire, il y a un genre qu'on appelle l'interview imaginaire. Le journaliste peut se mettre dans la tête de quelqu'un et faire comme si on avait interviewé la personne. C'est imaginaire. Et dans le chapeau même de l'article, c'est écrit, c'est une interview imaginaire. Donc, le journaliste a dit dans son interview que Goïta, c'est comme si c'est Goïta qui parlait. Goïta dit je ne serai jamais candidat. Et les gens ont pris comme si c'était vrai. Et ils ont traduit même dans les radios pour leur émission de revue de la presse où ils disent ah, Goïta est un candidat. Mais sans préciser à l'auditoire que non, c'est un journal satirique. Et dans le chapeau de l'article, le journaliste informe que non, c'est juste une interview imaginaire. Donc, on utilise aujourd'hui la satire voilà, pour tromper les. Non, viens le deuxième point. Ok. Donc, il y a l'utilisation trompeuse de l'information pour desservir un service ou porter préjudice à un individu. Ça, c'est un peu la guerre que les entreprises se font autour des produits. Quand vous voyez, par exemple, quand il y a eu la guerre sur la COVID, le vaccin, on voyait, par exemple, des articles qui disaient que le vaccin AstraZeneca, par exemple, tuait, et Pfizer tuait. Tout ça, c'est des campagnes que les entreprises se mènent pour pouvoir détruire, ou bien un homme politique peut faire à l'encontre de l'autre. En 2018, c'est un peu récent. Je ne sais pas si vous avez lu la presse. À l'approche des élections, il y a un article qui est sorti qui disait que Soumaïla Sissi avait 20 milliards dans son compte à la BCAO et il a demandé à ce que cet argent soit transféré dans un de ses comptes à Ecobank. Et l'article est dans la manifestation. L'article dit donc, on vous a toujours dit que Soumaïla Sissi était un voleur. Il a volé l'argent de la CMDT. Voici la preuve. L'argent est à la BCAO et il veut le faire transférer à Ecobank dans son compte pour financer la campagne. Et le directeur de la BCAO refuse. Mais les gens ont cru. Quand on va arriver à la partie comment détecter les fausses informations, en plus des outils, il y a ce qu'on appelle le bon sens. Voilà pourquoi vous pouvez être à l'abri de la désinformation. Il faut que vous soyez cultivé. Par exemple, qu'est-ce qui prouve que cette information est fausse? Qu'est-ce qui prouve que cette information sur Soumaïla Cissé est fausse? Qui demande de transférer de l'argent de la BCAO à son compte à Ecobank. Oui. Merci. La BCAO, ce n'est pas une banque où un individu a un compte. C'est la banque des États. Même un chef d'État n'a pas de compte à la BCAO. Donc ça, c'est le seul élément matériel, factuel, qui prouve que, mais comme ils savent que les gens ne connaissent pas le fonctionnement des institutions. Voilà, les gens disent donc ils manipulent les gens. Malgré qu'après avoir menacé le journal du procès, le journal a fait un article pour dire qu'ils se sont trompés, c'était faux. Donc, c'est la première information qui est prête. Voilà. Donc, il y a aussi des informations fallacieuses. On utilise des véritables sources d'informations, mais qui après, on trompe les gens. C'est-à-dire la source, c'est qu'on peut aller sur la base du fait que l'individu ou la structure est déjà dans le secteur dont on donne l'information, mais après, on détourne. Quand vous prenez, par exemple, le travail du fact-checker, par exemple, quand vous lisez les articles de vérification, quand on vous montre une photo, on dit c'est la photo, par exemple, des soldats français en train de voler l'or au Mali. Vous, votre travail, ce n'est pas de dire que la France ne vole pas l'or au Mali. Non, ce n'est pas votre problème. C'est juste que cette photo ne montre pas des soldats français en train de prendre de l'or.
Vous dites juste l'origine de la photo. Maintenant, est-ce que la France vole l'eau? Ça, c'est pas votre... C'est juste sur l'élément factuel, la photo qu'il faut travailler. Donc, les gens se servent, par exemple, quand on dit, par exemple, et telle personne travaille à Internet Society et lors du salon sur voilà, la digitalisation avancée, il y a eu tel événement. Donc, on sait qu'effectivement, il y a eu ce salon. Donc, les gens vont croire parce que le salon a eu lieu. Mais on utilise cette information qui existe maintenant pour manipuler l'opinion. Maintenant, il y a des contenus fabriqués. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours, où on voit, par exemple, des vidéos sorties de leur contexte, des images sorties de leur contexte. Et maintenant, avec les voix robots, vous voyez des Occidentaux qui parlent dans les vidéos, où on dit, par exemple, le président Macron a fait ça, a dit ça. C'est des voix robots. Et ils sont tellement intelligents qu'ils savent que quand quelqu'un qui n'a pas cette technique entend la voix d'un occidental, va dire, ah, en tout cas, toi, on aurait des affaires pour français, mais moi, faire l'erreur là. Ils ne savent pas que c'est avec Google Voix qui peut le faire sur ordinateur. Même moi, à la maison, ma femme croyait à ça, dur comme fait. C'est le jour où je lui ai appris à faire la même chose qu'elle a commencé à comprendre que c'est de la manipulation. Donc, c'est le contenu fabriqué pour induire les gens en erreur. Oui. Maintenant, il y a les liens erronés. Faites extrêmement attention. C'est à travers ces liens qu'on prend souvent le contrôle de vos. Vous savez, les liens que vous recevez, on dit Shell, dans le cadre de ses 100 ans, donne des iPhones. Voilà. Voilà, il ne faut jamais cliquer sur ces liens-là. Voilà, c'est des liens corrompus. Quand vous cliquez sur les liens, on vous demande des informations. Celui qui est derrière va prendre le contrôle de votre. Voilà, maintenant, il va regarder si votre page a beaucoup d'abonnés. Donc, il récupère la page. Et il va changer le nom et il va utiliser votre page pour chercher de l'argent. Donc, il ne faut jamais cliquer sur ces... Voilà, donc, il ne faut jamais chercher, il ne faut jamais cliquer sur ces liens-là. Shell fait ses 100 ans. Les gens ne sauront pas le vérifier si Shell a 100 ans. Ils ne peuvent même pas si Shell a 200 ans. C'est ce réflexe qu'il faut avoir. Les gens ne cherchent même pas à vérifier si Shell a 1000 ans. Donc, les contenus manipulés, c'est les informations vraies ou images vraies utilisées dans le but de nuire. Vous allez voir, par exemple, quand vous regardez les photos des armes qu'on montre, par exemple, acquis par l'armée, vous allez voir que c'est des photos qui existent. Mais en réalité, peut-être c'est sorti de leur contexte. Donc, vous voyez une scène de guerre, mais vous allez voir que ça ne s'est même pas passé, par exemple, au Mali ou au Burkina. On vous montre une photo, on dit, par exemple, ça c'est de l'armée nigérienne qui est arrivée à tuer 1000 terroristes au centre du Niger. Mais quand vous utilisez la photo dans les outils de recherche, vous verrez que c'est une photo, par exemple, au Nigeria, où c'est l'armée nigérienne qui a tué Boko Haram. Donc, même quand vous prenez l'actuelle polémique sur, comment elle s'appelle, la dame qui est en France, là, vulgaire, là, voilà, la vidéo, il paraît que c'est une image qui existait. Hein. C'est-à-dire que c'est un premier cas d'agression, mais ils ont sorti cette vidéo pour faire croire que c'est... Voilà, donc souvent l'image est vraie, mais elle est sortie de son contexte. Voilà. Donc maintenant, la désinformation a des conséquences. Elle peut désorienter la population affectée par la situation déjà de crise. Elle polarise les conflits et les discours politiques. Aujourd'hui, vous voyez, tous les hommes politiques sont tellement détestés par l'opinion. On pense que c'est les hommes politiques qui ont détruit le Mali. Mais regardez, de l'indépendance à aujourd'hui, quand vous prenez les années dirigées par les militaires et les années par les hommes politiques, c'est équilibré. Moussa Traoré a fait 23 ans, il était militaire. Ateti a fait une transition d'une année. Après, il a fait 9 ans, même s'il est venu en civil, il est militaire. Aujourd'hui, ceux-là sont à 3 ans. Quand tu fais ça à des hommes politiques, c'est vrai que ce n'est pas seulement les hommes politiques qui ont mis le pays à terre, mais comme ils savent que les gens ne font pas cette analyse. Et deuxième chose, dans les débats, il faut aller sur les éléments factuels. Au fait, il ne faut pas vous laisser. Là, quand la personne est dans l'opinion, il faut arrêter la discussion. Voilà. Au fait, on ne peut pas vérifier les opinions, on vérifie les faits. Par exemple, quand Moussa était président, pendant les 23 ans, le Mali était la dernière économie de l'espace UEMOA.
Mais avec les politiciens, malgré tout ce qu'on les reproche, le Mali est devenu la troisième puissance économique de la zone UEMOA. Mais les gens n'ont pas ces éléments. Donc, ils pensent que les hommes politiques ont dit. C'est vrai que la corruption a augmenté, mais et les routes, les ponts, c'est avec les politiciens. Je ne les défends pas, mais quand vous êtes dans un débat, il ne faut pas laisser vous emporter par l'opinion. Et on va voir quand on va arriver aux campagnes d'influence, parce qu'on peut pousser l'opinion à diffuser des informations et vous allez vous laisser avoir. J'ai suivi une vidéo sur Internet où il y a un professeur qui disait à ses élèves, si je sais qu'il y a des élèves en retard, lorsque un va rentrer, je vais vous poser la question de la couleur du gobelet. Il faut tous dire que le gobelet est rouge. Même si c'est, enfin, je vous dis tout que c'est rouge. Et il y a un étudiant qui rentre en retard. Et le professeur demande cette chemise à quelle couleur. Tout le monde a dit rouge, alors c'était blanc. Donc, arrivé au monsieur, lui aussi, au lieu de dire blanc, il a dit que c'est rouge. Parce que pour lui, tout le monde est en train de dire, c'est pas. Donc, l'opinion peut, et aujourd'hui, ceux qui font la désinformation utilisent cette manipulation. On va voir quand on va arriver aux outils techniques. La méfiance des vis-à-vis de l'État, les gens font plus confiance à l'État. L'espace démocratique se réduit parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus donner une opinion contraire, dont les gens sont obligés de s'auto-censurer. Quand tu donnes une opinion contraire, c'est les gens qui te descendent dessus à bras raccourcis. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de là. Aujourd'hui, il suffit de dire une opinion contraire. C'est-à-dire, ce mot est fort, quand tu as le content de publication effacée, les gens parachutent sur toi. Aussi, il y a les discours de haine et de diffamation qui continuent. Voilà, même maintenant. Qui va m'expliquer cette image? Si vous arrivez à lire l'écriture. Oui? En fait, l'enfant jouait avec un petit avion. Oui. L'enfant parlait en fait de l'avion en jouet. Oui. Mais vu que les gens étaient tellement négatifs qu'ils ont pensé que ce que l'enfant disait, c'était le vrai avion. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier l'information. L'enfant, parce que l'enfant est derrière, il n'a pas vu, il ne sait pas qu'il a un avion. Donc, l'aile de son avion est cassée. Il dit à sa maman, l'aile de l'avion est cassée. Donc, les deux devant, on pensait qu'il parlait de l'avion dans lequel ils sont. Donc, ça, c'est un exemple pour dire que vous allez voir, souvent vous allez voir des informations, vous allez voir des photos auxquelles vous allez croire immédiatement. Et il y a même une étude qui dit, au moins une personne et 9 personnes sur 10 ont une fois cru à une fausse information. Tellement que c'est souvent bien maquillé, bien fait. Donc, on n'est pas à l'abri de tomber dans le piège de la désinformation. Suivant. Voilà, donc maintenant, avant d'arriver aux outils, on va voir maintenant les comportements qu'il faut avoir face à une information. Aujourd'hui, on est dans un monde de manipulation, donc doutez de tout. Même quand c'est votre maman qui vous le dit, votre papa doutez. Et vous avez raison de douter, parce que chaque fois quand votre maman vient de la mosquée, votre papa, il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais vous parlez même à leur rapport, essayez de connaître ce que c'est pour nous. Voilà. C'est parce qu'à la mosquée, on leur dit des choses. Moi, j'étais dans une mosquée, voilà, un vendredi, mais l'imam a dit des choses très fausses. Voilà. Au fait, l'imam dit, c'était au moment de faire les cartes d'identité biométrique, où on a dit aux gens d'aller s'enrôler. À Koutouba, l'imam a mis le kilo de dit dans la mosquée remplie. Que beaucoup de Chido de Almami Kachikam Beyani Morokapo, ko Famon, ko carte d'identité biométrique, ko Damnena, ko Bekati Futuka. Mais ko carte d'identité biométrique, c'est le Covid vaccination. Il y a des cas qui disent que le carnet de vaccination est là. Et les gens disent, non, la vaccination est là. Mais même moi, à la sortie, j'étais à mon collègue, non, ce qui dit, c'est faux. Mais pour nous, Bétara, ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais dit que la carte d'identité, il y a. Voilà, donc il y a. Donc voilà pourquoi il faut douter de tout. Maintenant, je vais faire un peu de philosophie, mais le doute ici ne doit pas être. Ça ne doit pas être du scepticisme, comme le disait René Descartes, ça doit être un doute méthodique. Le doute doit vous permettre de chercher la vérité. Donc, lorsque vous découvrez la vérité, vous arrêtez de douter.
Et puis, je vais vous dire, quelle que soit l'information que vous recevez, il faut d'abord la vérifier. Donnez-vous un véhicule. Vous allez voir après d'autres versions. Aujourd'hui, 80% des informations qui circulent, c'est soit pour vous manipuler, pour vous induire en erreur. Suivant. Donc ça, c'est le premier comportement qu'il faut avoir. Il faut toujours consulter les comptes officiels des personnalités. Quand on vous dit ces propos sont de telle personne, si c'est une personnalité publique, allez voir sur son compte. Maintenant, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le piège, c'est quoi? Vous voyez beaucoup de fausses informations circulent en forme de capture d'écran. Quand vous regardez Facebook aujourd'hui, il y a les gens qui certifient leur compte, ils mettent le point bleu là. Donc, ça veut dire que le compte est vrai. Donc, quand vous voyez une capture d'écran avec le compte bleu, sur Facebook, vous pouvez croire, mais allez-y voir d'abord chez la personne. Parce que chez Facebook, on ne peut pas dupliquer la page Facebook de quelqu'un qui a déjà un badge bleu. Mais sur Twitter, quand vous voyez la capture d'écran d'un compte Twitter d'une autorité qui circule, ne vous limitez pas à ça pour dire, ah, vraiment, il y a le badge bleu, donc c'est son compte. Non. Il y a un outil qu'on appelle générateur qui permet de générer des faux tweets avec le badge bleu. Donc, moi, pour nuire, par exemple, au président Goïta, je peux faire un faux tweet à son nom et publier la capture d'écran. Et il y a aussi ce qu'on appelle les détournements des médias. Comme les gens pourraient, par exemple, à France 24, à Ouattien, à Shérifla, il est possible aujourd'hui de prendre l'interface de Shérifla et d'écrire une fausse information et circuler en capture d'écran. Et puis en général, vous voyez, les fausses informations, c'est une capture d'écran. Parce qu'on ne peut pas prendre la source réelle et mettre. Donc quand vous voyez une capture d'écran, faites attention. Tout ça, on peut se fabriquer par des outils. Donc vérifiez les photos ou les images avec la recherche inversée, notamment Yandex, Google Images, YouTube Data Viewer, Invite, c'est des applications que nous allons voir après pour vérifier les photos, les vidéos. Lorsque vous faites une photo, une vidéo, si la photo a été déjà publiée sur Internet, l'outil va vous conduire à ça. Voilà. Quand il s'agit de sites d'information, en consultant les rubriques à propos ou mentions légales, quand vous partez sur un site, en bas du site, il y a ce qu'on appelle la rubrique à propos du site. Ça vous permet de savoir qui a créé le site et puis quand où le site est hébergé. Donc, si c'est un site qui n'est pas reconnu par l'organisation internationale, vous savez que c'est un faux site. Se méfier des messages chocs. Il ne faut pas se fier au nombre de partages. Ce n'est pas parce qu'une information est partagée par 1 million de personnes qu'une information est vraie. Et par contre, prenez WhatsApp. WhatsApp pour informer les gens, pour faire attention. Quand on atteint un certain nombre de partages, WhatsApp vous informe que non, cette publication a déjà été partagée plusieurs fois. C'est une façon de vous dire de faire attention. Ce n'est pas parce qu'une information est partagée par des milliers de personnes qu'elle est vraie. On va vous montrer des exemples d'informations partagées par des milliers de personnes qui ne sont pas vraies. Voilà. Maintenant, le dernier comportement qu'il faut avoir, c'est faire appel à son sixième sens. C'est faire appel au bon sens. Quand vous recevez une information, il dit c'est qu'il mille fois. Il mille pendant 2 minutes, 1 minute. C'est-à-dire que tu analyses toutes les options possibles et ça va te permettre de commencer à douter de l'information. Par exemple, quand on te dit par exemple que un homme politique, par exemple, a fait telle déclaration, tu te demandes est-ce que Fadebala n'avait cette déclaration claire. Ou bien on te dit tel événement s'est produit dans telle localité, va sur Internet. Je prends l'exemple. Quand vous allez quand vous allez avoir ce réflexe, aujourd'hui, on a tout sur Internet. Il est facile de tout vérifier. Un jour, je suivais, parce que nous, on fait de la veille, on fait de la collecte des informations sur Internet. On sort des rapports chaque mois sur les tendances de la désinformation. Je suivais un vidéoman célèbre que vous connaissez. Il a dit que le Mali a acheté 300 drones Sahed. Ne dis pas du nom, ne dis pas du nom. Voilà. La session est enregistrée. Voilà. Il dit 300 drones Sahed qui seront livrés bientôt.
Et puis, il y avait beaucoup de commentaires. Les gens disaient vive l'armée, vive l'armée. Je suis allé juste sur Google, je me suis amusé. J'ai tapé drone Sahel. D'abord, première indication, les pays les plus puissants économiquement, notamment les Russes. Les Russes n'ont que 2 drones Sahel. Et un drone Sahel, tout fini, construit pour finir, coûte 9 milliards environ. Donc multiplié par 300, ça dit que Mali budget pendant 100 ans, fonctionnaire qui sera, courant qui sera, dit sera, les 2000 milliards de Mara pendant 10 ans avant de pouvoir payer. Donc déjà, ça te donne des indications. Donc il faut avoir le réflexe de souvent aller vérifier. Quand vous recevez des informations comme ça, il faut aller les vérifier. On a beaucoup de sources sur Internet, ça vous permet de savoir ça. Oui. Voilà. Donc maintenant, on est arrivé à... Avant les questions, on va maintenant faire des petits exercices. Donc, vous voyez, quand vous prenez votre téléphone ou votre ordinateur, lorsque vous recevez une photo, il faut enregistrer la photo dans votre galerie, soit le téléphone, soit l'ordinateur. Et vous tapez Google Images. Donc, cette partie va sortir. Vous voyez la partie que j'ai encerclée en rouge. Non, ici, ça ne peut pas. Maintenant, peut-être ce qu'on peut faire, c'est... On peut faire, il faut réduire. Voilà, il faut ouvrir Google. Voilà. Donc, vous voyez ici. Voilà. Ah, je vais me connecter. Voilà. Donc, par exemple, je vais... Voilà, donc vous voyez, lorsque vous recevez une photo, par exemple, regardez cette photo, c'est quelqu'un qui a mis cette photo, il dit que c'est au nord du Mali, quoi. L'armée vient de terminer une frappe et elle est entrée dans la base. Donc, quand vous recevez des photos comme ça, vous enregistrez la photo dans votre galerie. Donc, vous venez sur Google Images. Donc, vous voyez cette partie. Vous cliquez et ça va vous demander d'exporter la photo. Entre-temps, la photo est déjà dans votre galerie. Donc, vous mettez la photo. Donc, Google va chercher la photo. Vous voyez, on dit que c'est au nord du Mali, mais quand vous voyez la même image, c'est en Afghanistan, c'est une photo prise en Afghanistan lors d'un attentat du Hezbollah contre l'État. Et vous allez voir la date, vous allez voir que la date même est antérieure à l'origine de la photo. Donc, il faut avoir ce réflexe-là. Et le même Google Images est possible sur un ordinateur aussi. Quand vous avez une photo à vérifier sur un ordinateur, vous pouvez... Voilà. C'est ce qu'on appelle les éléments factuels. Quand vous faites un vérificateur, vous dites non, cette photo n'a jamais été prise au Mali, elle n'est pas de 2020, elle est par exemple de 2018 et prise en Afghanistan. Donc vous mettez le lien de l'un de ces articles dans votre démenti. Donc quelqu'un qui clique va voir qu'effectivement la photo est sur Internet il y a plus de 4-5 ans. Ce n'est pas une photo prise au Mali, ça n'a rien avec le Mali. Et puis même si vous fait croire que la photo a été prise au Mali, le fait même de dire que la photo existe sur Internet sous une autre forme, donc ça crée déjà le doute. Donc ça vous pousse déjà à douter du fait que la photo est d'origine malienne. Maintenant, si la photo n'a jamais été utilisée sur Internet, vous ne verrez jamais ça.
Parce que c'est des photos déjà utilisées sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur WhatsApp. Dès que c'est une fois utilisé sur Internet, quand vous mettez dans Google Photos, automatiquement, ça vous ramène à l'origine de la photo. Et ça vous permet maintenant de démentir l'information. Donc, c'est la même chose avec le téléphone. Pour le téléphone aussi, c'est la même chose. Il suffit d'aller dans Google si la photo est dans votre ordinateur téléphone. Voilà, vous tapez Google Images. Donc, ça est là. La photo est préparée. Vous cliquez sur l'image ici. Donc, la photo est déjà dans votre téléphone. Vous joignez la photo, par exemple. Vous cliquez sur Recherche. Donc, la photo ça va vous montrer que ça a été une fois utilisé ou pas sur Internet. Maintenant, en plus de ça, il y a une application qui permet de rechercher les photos. Voilà, donc vous pouvez par exemple aller dans votre Play Store, pour ceux qui ont Samsung, l'iPhone d'Apple Store, vous installez cette application, ça permet de chercher l'origine des photos. Voici l'application, elle est là. Donc, quand elle est installée, c'est comme ça, c'est une loupe. Donc, lorsque vous cliquez sur la loupe, ça va vous demander de prendre la photo dans la galerie. Donc, quand vous choisissez la photo, quand la photo va venir dans la galerie, vous cliquez sur Cherche, Recherche. Donc, ça va chercher la photo et vous montrer. Si la photo n'a jamais été publiée sur Internet, ça ne va pas la montrer. Maintenant, il y a d'autres applications qui sont jointes à Cherche. Il y a Bing, il y a Yandex, qui sont aussi des outils de recherche qui sont plus performants. Donc, même si ça ne vous montre pas la photo, ça vous montre des photos similaires. C'est comme il y a une vidéo qui a circulé un moment où on montre un gars qui dit en Bambara que Kodoy ou Okronimi. Il dit que c'est fini piment de la genda te ku Okroyi. Faut que tu vas y aller. Voilà. C'est vrai que les gens ont cru. Quand tu mets la photo dans Google Images ou Image Cherche, tu vas voir que c'est une photo d'un jeune enfant lors d'une fête d'Halloween au Pakistan. Fini du doigt, elle est là. Et il y a quelqu'un qui l'a attaché comme s'il avait arrêté un génie. C'était lors d'une fête de Halloween. Donc, et ce réflexe. Oui. Cette application, Oui, Play Store, oui. Il faut taper image cherche, tu vas voir. Non, tu es parti dans Play Store, non? Il faut taper tape ce mot-là, tu vas voir. C'est une loupe. Oui, je vois. Voilà, donc il faut télécharger. Voilà, c'est ça, avec des points roses. Non, maintenant, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je préfère Samsung parce que App Store, pour raison de sécurité, on ne peut pas installer n'importe quelle application. Et puis, les applications souvent sont payantes. Voilà pourquoi on est dans l'iPhone tout le monde. Voilà. iPhone, c'est compliqué, quoi. Mais je pense qu'il y a la version Apple, il faut chercher, tu vas voir. Même avec ça, je dois plusieurs exemples. Je vais te montrer le bon. Je vais te montrer Ça, le bon. on fait ça après. On fait ça après. On est Oui. un peu limité dans les temps. On finit à 11h, non? Attends, je te montre. À 11h15, on a une autre séance. Ah, c'est 11h30 ou 15? Oui. Tu n'es même pas dans les programmes.
Donc ça, c'est... En plus de ça, il y a aussi Yandex qui permet aussi de chercher les photos. C'est la même stratégie. Tu cliques sur l'icône photo, tu joins la photo dont tu veux faire la recherche. Et puis tu... Bon, ça, c'est cette partie-là, en réalité, c'est une partie qui nécessite 2 à 3 jours de formation, quoi. C'est-à-dire faire des exercices pratiques. On ne peut pas tout développer dans un masterclass. Donc, Yandex, mais il faut juste noter. Et puis, je sais, peut-être qu'ils auront les présentations. Voilà. Il y a aussi cette application aussi qui est très efficace pour chercher l'origine des photos. Il faut utiliser ça. C'est très efficace. Ça permet aussi de monter à l'origine d'une photo. Maintenant, après les photos, il y a des vidéos, n'est-ce pas? Maintenant, les vidéos, il y a 2 méthodologies. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est Amnesty International qui a développé cette application pour vérifier les photos. Ici, c'est un peu compliqué. Si vous avez une vidéo, il faut aller publier la vidéo sur votre chaîne YouTube. Ensuite, vous prenez le lien de la vidéo publiée que vous avez publiée et vous mettez dans la barre de recherche. Maintenant, pour éviter tous ces détours, pour aller vite, si vous avez une vidéo, vous faites jouer la vidéo. Au moment où la vidéo joue, vous faites des captures d'écran de certaines parties de la vidéo. Donc, ça devient maintenant des photos. Donc, quand vous mettez maintenant dans les 2 applications que j'ai montrées, Google Images, donc ça va vous montrer l'origine de la vie. Et ça, c'est plus rapide, quoi. Voilà. Faites juste des captures d'écran des parties intéressantes de la vidéo. Maintenant, voilà, ça c'est pour vérifier les liens. Quand vous recevez un lien, avant de cliquer sur le lien, copiez le lien, allez le mettre dans une feuille. Si le lien est bon, tout l'écran sera vert. Si c'est malveillant, ça va mettre en rouge pour dire que ce lien est dangereux, ne clique pas sur ce lien. Donc, il travaille beaucoup avec cet outil-là, une feuille. Ça permet de vérifier l'authenticité des liens. Voilà, maintenant, pour terminer, pour aller aux questions, je vais vous donner quelques exemples. Quand on arrive sur la désinformation et la manipulation, il y a aussi ces éléments. Il y a les faux mails. On utilise les faux mails pour vous tromper. Voilà, lorsque quelqu'un vous envoie un mail, il dit par exemple, je vous envoie un mail au nom de ONUFAM. ONUFAM recrute par exemple 2 stagiaires, 20 stagiaires. Le premier réflexe qu'il faut avoir, il faut voir si est-ce que le mail est professionnel. Si c'est Gmail, ça veut dire que c'est un escroc. Quelqu'un ne peut pas travailler à l'ONUFAM s'il n'a pas un mail professionnel, par exemple, oumardiara@onufam.org. Ça, quand même, c'est la première indication. Et on arrive à escroquer. Il y a une vidéo qui a circulé il y a 6 mois où des filles se sont fait escroquer par un soi-disant recruteur. Moi, j'avais une nièce là-dedans, elle m'a appelé. Elle m'a envoyé la capture. Elle dit, tonton, je vais postuler. Elle dit, tonton, j'ai postulé, j'ai été retenu. On m'a dit de payer 40 000 francs pour la formation. Est-ce que je peux avoir? J'ai dit non. J'ai dit que c'est des escrocs. Elle dit pourquoi? J'ai dit, une entreprise qui recrute des gens ne fait jamais payer ces gens pour les former. Quand une entreprise te recrute, l'entreprise sait que tu as des compétences. L'entreprise a besoin de toi. Tes petites faiblesses là, c'est l'entreprise même qui finance pour aller te former pour que tu aies. Elle dit que non, ça, c'est les escrocs. Mais elle m'a cru. Donc, quand la vidéo est sortie, c'est elle qui m'a envoyé en premier pour dire, ah, tu m'as sauvé. Parce que quand une entreprise recrute, au fait, je vais vous dire quelque chose dans le travail. Quand quelqu'un veut vous recruter, au fait, c'est vrai que du Barakou Baran, fait. Quand Orange dit je recrute, par exemple, un technicien en réseau, au fait, ce n'est pas vous qui avez besoin de Orange. C'est Orange qui a besoin de vos compétences. Donc, si vous pensez que vous avez des compétences, une société ne peut pas te recruter et dire encore de payer de l'argent pour te former. Non. Parce que l'entreprise n'attend pas. Dès que tu viens, le lendemain, tu commences. Il y a les faux liens, comme je l'ai dit. C'est les liens qui consistent à prendre le contrôle de vos comptes et tout. Et donc, si vous administrez des pages Facebook, souvent, on vous envoie des liens au nom de Facebook où on dit contrôlez votre identité. Souvent, c'est des clonages qu'ils font. Ils vont cloner l'interface de Facebook, faire croire que c'est Meta même qui vous parle. Or, c'est faux.
C'est comme ceux qui appellent avec le numéro pour dire que c'est Orange qui a pour Dafala. Quand Orange appelle, ils appellent toujours avec leur numéro 44, ou ils appellent toujours avec. Mais quand on vous appelle avec un numéro 66, ensuite, ceux qui vous font les faux transferts, pour me filer la WAC, me disent, c'est un numéro. Quand c'est Orange qui t'envoie de l'argent, Orange Monnaie, c'est le truc Orange. Mais quand c'est un numéro qui te transfère, faites attention. Maintenant, les faux profils et les campagnes d'influence. Je parlais tantôt de l'opinion. Vous savez, il y a une campagne d'influence qui est en cours dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qui se passe? Et si moi, je veux par exemple saboter ce salon-là, moi seul, je vais créer 1000 comptes Facebook le même jour, la même date. Et les 1000 comptes vont partager la même information pour dire qu'au salon, ils sont en train d'apprendre les jeunes à devenir des pirates informatiques. Donc, celui qui n'a pas cette capacité va dire, ah, c'est 1000 personnes qui le donnent, c'est vrai. Or, les 1000 comptes-là sont gérés par une seule. Ça, c'est les campagnes d'influence. Et ça arrive beaucoup. Vous voyez, par exemple, sur Internet, vous allez voir la photo de profil du président sur 500 comptes qui vont partager la même information. Vous allez croire que c'est la tendance. Or, c'est la même personne qui manipule, qui utilise les 100 comptes. Pour voir les faux comptes, il faut aller voir les dates de création. Vous allez voir que c'est des comptes qui sont créés presque à la même date. C'est des comptes qui n'ont que 2 à 3 abonnés. Et c'est des comptes qui partagent les mêmes informations. Même quand la phrase, il y a une erreur, c'est les mêmes phrases qui sont. Donc, ce n'est pas parce que beaucoup de profils reprennent des informations sur Internet que c'est forcément vrai. Voilà. Maintenant, comme on avait 1h30, on a 45 minutes et on a 15 plus. On a 30 minutes pour les questions-réponses. Maintenant, les outils qu'on a vus demandent des vrais pour. Si après, dans les discussions, on peut après peut-être organiser ça. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, ou bien des partages d'expérience, ou bien vous avez vécu des cas, vous voulez comprendre comment gérer ça. Voilà. Merci. Vas-y. Ma question est de savoir quels sont les critères pour une information fiable. Une information fiable, c'est une information qui a une source. Tant qu'une information n'a pas de source, il faut commencer à douter de l'information. Elle doit avoir une source et la source doit être vérifiable. Donc, dès que vous recevez une information, et vous aussi, ne donnez jamais d'informations si vous n'avez pas de source. Et puis, quand on dit information, ce n'est pas seulement de dire le ministre a fait ça, a dit ça, même les chiffres. Les chiffres. Quand vous dites, par exemple, au Mali, il y a 80% de la population qui utilise WhatsApp. Vous pouvez dire, selon le rapport 2021 de Internet Society, par Internet Society fait des rapports. Donc, quand vous dites ça, même quand c'est faux, ce n'est pas vous. Vous avez cité une source et la source est vérifiable. Quand vous écrivez des projets pour défendre les femmes, quand vous dites au Mali, 18% des filles se marient à l'âge de 16 ans. Mais il faut dire selon une enquête de ONU Femmes, selon le ministère de la Promotion de la Femme. Donc, une information qui n'a pas de source, normalement, ce n'est pas une information vraie. Il faut donner une source et vérifier. Maintenant, quand un journaliste collecte et traite une information, on va parler du principe des 3 sources. Le journaliste doit croiser 3 sources au moins. Parce que les 2 sources peuvent se contredire. Donc, c'est la 3e source qui vient balancer en faveur de la vraie information. Voilà. En plus, que pouvons-nous faire pour éviter la propagation? Ce que vous devez faire, c'est chaque fois que vous recevez une information, quelle que soit la personne qui vous l'envoie, il faut garder son sang-froid. Il faut attendre pendant 5 à 10 minutes. Tu vas avoir une autre version qui va sortir. Et si la version ne change pas durant quelques heures, donc ça veut dire que l'information est vraie. Ou bien si elle est fausse, l'acteur, la cible de l'information va sortir pour. Et aujourd'hui, vous voyez les communiqués que les femmes font. Maintenant, les gens commencent à manipuler les communiqués. Ils prennent le même format, ils disent ils attribuent des propos aux forces armées, pourtant c'est faux. Ils prennent le même format de communiqué,
ils disent par exemple l'armée informe l'opinion publique avoir bombardé un camp de civils et suite de tout bien. C'est des faux communiqués. Donc quand vous voyez une information, et puis il faut faire attention. Et même, est-ce que l'armée va dire qu'elle a bombardé les civils? Voilà, donc quand vous voyez ce genre de communiqué, il faut aller voir sur le site des forces armées pour vérifier. Donc une information, donc voici le comportement qu'il faut avoir. Et malgré tout ça, vous pouvez peut-être vous retrouver pris au piège de la désinformation. Mais soyez le plus prudent possible et ne partagez. Et surtout, voilà, je parlais de la loi sur la cybercriminalité. Vous savez, quand vous lisez la loi dit, quand quelqu'un diffuse une fausse information, diffame quelqu'un, la loi dit que quand la personne viole une disposition, vous qui partagez, vous qui aimez, ça veut dire que vous êtes complice. Hein? Maintenant, comme ils n'ont pas les moyens d'aller arrêter tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui ont partagé, donc souvent ils prennent seulement l'auteur. Et faites attention aux vocaux. Aujourd'hui, même avec votre camarade que vous vous entendez bien, ne dites pas des choses dans les vocaux. Parce que si les vocaux fuitent, c'est vous qu'on va prendre. Or, nous, on est en train de se battre pour que la loi soit réélue. Pour nous, ce n'est pas celui qui a fait le vocal qui doit être arrêté, c'est celui qui a fait fuiter le vocal, selon moi. Par exemple, tout de suite, il y a la avec Barouk en ligne. Barouk, on a fait la femme au Fana Bané. Ça, c'est l'intimité, n'est-ce pas? Et après, Internet est venu aussi. Les gens maintenant sur WhatsApp se posent la nuit entre eux. Mais si moi, je te fais confiance, je fais un vocal dans lequel j'insulte un policier, mais c'est de toi à moi notre intimité. Mais si le vocal sort, c'est la personne qui a fait sortir le vocal qui doit être cherchée. Mais la loi dit que c'est celui dont la voix est reconnue qui est pris. C'est comme le cas du vocal pour lequel ils ont pris Clément, voilà, et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas lui qui a fait sortir le vocal. Oui. Est-ce que cette voix ne constitue pas une voix qui dit que devant la cour, quand on transmet une information, si elle n'est pas transmise de manière, avec le consentement de l'auteur même de l'information, cette information ne peut pas être transmise. Oui, maintenant, ça c'est dans le code pénal et la loi qui régit l'information. Mais à côté de cette loi qui régit les journalistes, il y a la loi sur la cybercriminalité qui est différente. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis journaliste. La loi sur la presse dit, quand tu diffames quelqu'un sur ta radio, dans ta télévision ou dans ton journal écrit, tellement que la loi protège le journaliste, on ne peut pas s'auto-saisir. La personne qui se sent diffamée, c'est la personne qui doit porter plainte. Et la personne a 6 mois pour porter. Au bout de 6 mois, on ne peut plus t'attaquer. Mais même si la personne porte plainte, pour que tu partes en prison, il faut que le juge te condamne à 6 mois ferme. Or, en général, les juges ne condamnent jamais à 6 mois ferme. Même quand on te condamne à 3 mois ferme, en tant que journaliste, tu rentres à la maison. Parce que la loi te protège. Mais l'erreur aujourd'hui, hors la loi sur la cybercriminalité, non seulement il y a une garde à vue, c'est-à-dire dans la loi sur la presse, quand je diffame quelqu'un, la personne ne peut pas me convoquer devant un policier ni un gendarme. Il va directement au tribunal pour dire, ah, M. Guindo m'a diffamé dans son journal ou bien sur sa télé. Donc le procureur va monter le dossier. Jusqu'au jour du procès, je suis à la maison chez moi. Je ne vais pas en garde à vue, je ne vais pas en prison. Or, dans la loi sur la cybercriminalité, non seulement je peux porter plainte devant la gendarmerie ou la police, la gendarmerie te met en garde à vue pour t'interroger pendant 48 heures. Le troisième jour, tu es présenté à un procureur qui peut te mettre sous mandat de dépôt. Maintenant, quelle erreur que les journalistes font? Même si vous travaillez dans un média, si vous travaillez pour une télévision, la loi vous protège. Mais l'erreur que les gens font, au moment où ils sont en train de parler dans leur télévision, ils retransmettent l'émission sur Facebook. Au moment où ils travaillent sur la radio, ils retransmettent sur Facebook. Donc, si tu fais de la diffamation, le procureur peut prendre la loi sur la cybercriminalité pour te frapper avec ça. Parce que tu as diffusé sur un outil informatique. Et surtout avec Internet, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire quand tu es mon fan à Facebook, même 30 ans après, si un procureur tombe sur la vidéo, il peut te mettre en prison. Sauf si tu montres une décision de justice qui prouve que tu as été déjà condamné pour ça. Parce que Internet, dans ta là, quoi. C'est comme tout de suite, si on met cette photo sur Internet,
même 3 ans après, quand quelqu'un va aimer la publication, elle va revenir sur le fil d'actualité comme si aujourd'hui ça a été publié. Voilà pourquoi rétroactivité dans les pays, les gens vont en prison. Et là-bas, le procureur peut se saisir pour n'importe quel email. Ils vont avec il y a la Facebook en ce sens. Ni du coup, faut. Ah, le commentaire. Même dans ton commentaire, si tu tiens des propos, il y a une enseignante qui est allée en prison parce qu'il a dit dans le commentaire qu'il va égorger beaucoup si c'est. Oui. Juste un commentaire. Donc, chercher à lire la loi, c'est très important et c'est très dangereux cette loi. Voilà. Oui. Ça, tu as déjà 2 questions. Hein. Il y a une, mais oui. Après, tu vas prendre la parole. Au fait, c'est ça. Parce que vous savez, il y a 2 choses. Comme il a dit, il y a plusieurs lois. Il y a plusieurs lois au Mali et dans le monde. Oui. Effectivement, il y a des lois qui classent ça comme divulguer la vie privée de la personne. Une conversation privée. Donc, comme il a dit, voilà pourquoi quand tu as des problèmes comme ça, il faut avoir un avocat. C'est seul l'avocat qui peut te sortir. Qui peut aller dire au juge, non. La loi sur la cybercriminalité dit certes que c'est celui qui a fait le vocal qui doit être arrêté, mais il y a la loi générale qui dit, par exemple, ça. Donc, voilà pourquoi souvent il faut avoir des avocats pour te défendre. Donc, il y a beaucoup de lois qui s'entremêlent. C'est ça, comme tu l'as dit, c'est la conversation WhatsApp est un secret confidentiel. Normalement, mon vocal ne doit pas sortir. Celui qui sort le vocal doit être... C'est comme les enregistrements. Tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans son autorisation. Mais aujourd'hui, on va enregistrer quelqu'un vocal fuité. Ça arrive, non? Vous pouvez avoir communication enregistrée. Or, enregistrer quelqu'un sans son autorisation est illégal. Oui. Voilà. Qui a été enregistré, même c'est comme le cas de le premier procès de Marco. Il a été enregistré à son insu. Mais ce n'est pas interdit. C'est comme aujourd'hui. Allumez les lumières là-bas. C'est comme aujourd'hui. Comme je parlais de plusieurs lois. Voilà, il faut chercher aussi à lire la loi sur la protection des données à caractère personnel. Et dans certaines circonstances, vous ne devez pas photographier quelqu'un sans son autorisation. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas où là, c'est ça. Je ne sais pas filmer. Avant la Facebook, moi je suis une personnalité peut-être connue, le juge me met en prison. Mais mais celui qui m'a filmé là, mais il n'a pas le droit de nous filmer. Voilà, c'est lui, pourquoi le juge ne le prend pas? Voilà, parce que la loi sur la cyber, la loi sur l'APDP, la loi sur l'APDP interdit. La loi sur l'APDP interdit. La loi sur l'APD, la loi sur l'APD effectivement interdit de photographier quelqu'un, de faire sa photo, sa vidéo sans son autorisation. Mais pourtant, pourquoi on filme quelqu'un à son insu et puis on met sur Facebook, après c'est la personne qui est arrêtée, c'est celui qui a mis. Il faut retrouver la personne. Voilà. Et cette loi aussi est une faiblesse. Quand quelqu'un vous filme à votre insu, quand quelqu'un divulgue vos données à caractère personnel, quand vous portez plainte devant l'APDP, vous savez, si la personne est condamnée à payer 5 millions, ce n'est pas vous qu'on paye les 5 millions, c'est à l'État. Voilà, mais c'est à l'État. C'est une des faiblesses de la loi. Donc voilà. Donc, maintenant, si tu veux, tu peux aller au final, à voir avec un procureur. Le procureur va te dire non. Bon, je suis incompétent, va devant l'APDP. Donc voilà pourquoi les gens. C'est comme Tcheblin Dramé. Quand sa facture de EDM a affûté sur les réseaux sociaux, c'est les données à caractère. Il a porté plainte contre EDM. Il a gagné le procès, mais l'argent a été versé à l'APDP, pas à lui. C'est ça. Oui, il y a. Oui. Ok. Qui ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est pour capter l'attention. Ils font ça
Parce que c'est une stratégie de communication, c'est une technique de communication. C'est comme vous, quand vous faites une vidéo de quelqu'un et vous êtes journaliste, vous faites une interview de quelqu'un. La personne parle pendant 10 minutes. Mais c'est à la 7e minute que la personne dit, par exemple, je serai candidat pour combattre, par exemple, telle personne. Donc, pour que les gens restent sur votre vidéo, donc, vous devez faire un montage de telle sorte que la vidéo commence par cette phrase-là. Et les gens vont rester. Donc, ceux qui commencent par les phrases chocs, c'est pour capter les gens. Et quand plus il y a l'abonné, plus lui gagne de l'argent. Parce que vous savez, c'est comme on le dit sur Internet, vous les abonnés, c'est vous les clients. Voilà. Donc, c'est une stratégie de communication. Et puis, violence signifie un duplicati moro. Voilà. La violence, c'est pour les ignorants. Voilà. Oui, satire, oui. Voilà, je veux savoir, est-ce que Non, non. La satire, c'est un genre journalistique qui est reconnu dans tous les pays du monde. Même au Mali, il y a un journal satirique, le Canard déchaîné. Maintenant, c'est lorsque ta satire est prise par quelqu'un qui manipule. Par exemple, j'ai pris l'exemple du Canard déchaîné. Ils ont fait une interview de Goïta où ils disent Goïta dit je serai candidat. Mais Goïta n'a pas porté plainte parce qu'il ne s'est pas senti qu'il fallait passer. C'est un genre journalistique. Et dans le chapeau, c'est clair. C'est une interview qui m'a. Quand je prends un Gouraf, le journal français, depuis leur introduction, ils disent que c'est un journal satirique qui dit tout ce qui est faux. Donc, quand ils disent par la première dame française et enceinte, donc tout le monde sait que c'est pour rire. Ils disent par exemple le Mali a acheté un navire de guerre. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'océan ici. Il y a des gens qui ont partagé pour dire que le Mali a acheté réellement un navire, mais c'est un genre journalistique qui est reconnu qui permet de faire une fois. Voilà. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deepfakes et les fake news? Il y a une très grande différence. Parce que les deepfakes, ça, c'est le haut sommet. C'est le fait de sortir une vidéo, c'est le fait d'attribuer des propos en vidéo qui ne sont pas tes propos. Et aujourd'hui, le monde fait face à la problématique des deepfakes. C'est-à-dire que tout de suite, moi, j'ai pris 1h30 à parler. Peut-être vous allez voir que je n'ai jamais cité le nom, par exemple, de l'imam Diko, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a enregistré cette vidéo va aller à la place de mes phrases, me faire dire que notre Diko est par exemple, un bandit, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui n'a pas la capacité de détecter le deepfake va croire. Vous avez vu, par exemple, l'ambassadeur de France au Cameroun. Ils ont fait un deepfake où il dit, par exemple, que la France, quand elle intervient dans un pays, elle fait un génocide, elle tue des millions de personnes à cause d'un virus. Mais c'est un deepfake. Et les gens ont cru. Maintenant, pour reconnaître un deepfake à l'œil nu, c'est que quand quelqu'un parle, vous voyez, ses lèvres changent en fonction des mots et des phrases. Mais dans la deepfake, durant toute la vidéo, les lèvres font le même mouvement. Donc, c'est une première indication. Donc, aujourd'hui, avec les deepfakes, c'est la sophistication des faits. Et le monde va faire face à ça. Et personne n'est à l'abri. Oui, oui. Et personne n'est à l'abri aujourd'hui des deepfakes. Donc, quand vous recevez une vidéo de quelqu'un à qui on attribue des propos, cherchez à savoir. Et il y a des outils qui sont en train de développer pour détecter les deepfakes. Mais c'est des outils qui coûtent très, très cher. Et même ensuite, on est dans les problèmes de deepfake. On nous sort maintenant l'intelligence artificielle. On peut générer des photos, des vidéos. Donc, c'est encore des problèmes qu'on crée. Voilà. Il y a une question bien partage d'expérience. Oui, vas-y, mais qui a été une fois trompé? Il sait que les gens peuvent se tromper. Parlez-lui. J'ai vu récemment sur Twitter que lorsqu'il y a une loi qui a été votée, lorsque tu enregistres quelqu'un sans son consentement, c'est toi qui serais emprisonné au lieu de la personne. Non, au fait, effectivement, dans le code pénal, dans le code des procédures pénales ancien, tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans son lecture. Ça, maintenant, cette loi est en relecture. Actuellement, le CNT est là, ils sont en train d'interroger les gens pour relire. Là. Maintenant, dans la loi sur la cybercriminalité, quand ton vocal fuite, en tout cas, la loi pour l'instant, c'est celui dont la voix est reconnue qui est prise. Parce que ils n'ont pas les moyens de prouver qu'il y a. Tout le monde est dans cette salle-là, tout le monde est en train de m'enregistrer. Si je dis des propos qui peuvent m'amener en prison, si le vocal fuite, on ne va pas savoir qui
c'est l'enregistrement de qui a chuté. Voilà pourquoi je vous disais tantôt, faites attention à ce que vous dites et où vous le dites. Voilà. C'est ça même. Ils n'ont pas, aujourd'hui, techniquement c'est possible. Maintenant, ils n'ont pas ces moyens. Voilà. Et puis bon, ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'expertise. Parce que comme il a dit, si le juge anti-cybercriminalité, quand il veut monter à l'origine d'une vidéo, ce n'est pas à lui de le faire. C'est un technicien que l'État doit payer, qui coûte très cher, être au service de l'État. Or, dans beaucoup de pays, ça existe. Ils arrivent à monter à l'origine. Même quand un faux visuel est fabriqué dans un ordinateur, on peut remonter à l'adresse IP. Voilà, mais toute cette technicité-là, notre État n'a pas encore les moyens. Et voilà pourquoi ils prennent souvent les raccourcis. Et même vous qui êtes dans le domaine de l'informatique, vous voyez que la loi sur la cybercriminalité dit qu'on peut perquisitionner chez vous à tout moment. Le juge rentre chez vous, il prend votre ordinateur, il voit que vous avez des outils qui permettent de faire de la du piratage. Donc, il va vous prendre. Or, peut-être vous êtes un expert pour lutter contre le piratage. Or, celui qui lutte contre le piratage et celui qui fait le piratage, il doit être les mêmes outils. Maintenant, on dit qu'il y a une autre loi qui dit que les gens, quand tu es spécialiste dans la lutte contre le piratage, tu dois aller t'inscrire pour que si le juge te prend, tu diras non, j'ai un agrément. Bon, souvent, ce n'est pas ton travail, mais tu peux même avoir ces outils pour te protéger. Voilà pourquoi à un moment, nous, on a fait du plaidoyer pour que tous les acteurs impliqués dans ce travail-là soient réunis pour qu'on puisse relire la loi, parce que pour nous, il y a certaines faiblesses, quoi. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous dites, dans ce que vous mettez dans vos téléphones, dans ce que vous gardez dans vos téléphones. Voilà, ça peut, après un jour, vous rattraper. C'est automatiquement la prochaine session, il y a une pause. Non, c'est enchaîné. Donc, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien des témoignages qui a été une fois piraté, qui a été victime de désinformation? Oui. Mais, je l'ai dit dans les conséquences, les fausses informations aujourd'hui amplifient les conflits, ternissent l'image des chefs de... Par exemple, vous, quand Non, une minute, juste une minute. S'il vous plaît, moi j'ai discrètement et rapidement. On a de gros problèmes ici. Même ceux qui ont eu les tickets à la cantine hier, c'était vraiment du désordre de la voie et la voie. Moi-même, j'avais mon ticket, je n'ai pas pu manger. Ceux qui géraient les stands avec leur ticket, ils n'ont pas pu manger. D'accord? On était obligé de troquer les tickets contre la petite dans une boisson de partie. Donc, on est en train de gérer ça discrètement ici. Ce n'est pas normal, c'est interdit. Donc, même si vous sortez, si on vous pose la question, est-ce que vous avez mangé ici, non. Donc, faites ça vraiment discrètement parce que nous, on a trouvé un endroit où on n'avait pas mangé. Et on va avoir des soucis. Donc, parce que la fausse information a beaucoup de conséquences. Ça ternit même l'image des personnalités. Par exemple, il y a une photo que j'ai enlevée. Aujourd'hui, quand ils ont une seule partie nue de vous, ou bien d'un autre individu, on peut coller votre tête, faire croire que c'est votre image. Donc, le temps de venir soigner votre image, c'est déjà trop tard. Les gens croient plus à la première information qu'à la deuxième. Voilà, il faut énergiquement se donner la main pour lutter contre la désinformation. Ça a des conséquences énormes, que ce soit pour un individu. Et ça peut même conduire à la mort. Je prends un exemple qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a une influenceuse, elle défend Alassane. Vous savez, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent un peu le pays, il y a les Nigériens, ceux qui viennent du Niger, les Haoussa. C'est eux qui prennent les fardeaux. C'est eux aussi qui surveillent un peu les marchés la nuit. C'est eux qui sont faits office des gardiens. Donc, ils ont attrapé un voleur la nuit. Donc, ils étaient en train de frapper le voleur. Il y a quelqu'un parmi eux qui a filmé. Et ils parlaient leur langue. Et le voleur, il a un accent ivoirien, naturellement comme moi. Donc, quand la vidéo a fuité, l'influenceur a pris la vidéo pour dire que ça s'est passé au Niger. Voici des Nigériens qui sont en train de
frapper les Ivoiriens. Et l'influenceuse, elle est suivie. Quelques minutes après, les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Ils ont commencé à s'attaquer aux Nigériens. Mais avant qu'on les fasse un communiqué pour appeler les gens au calme, pour dire non, c'est une vidéo hors contexte, il y avait déjà 3 morts. Donc, à cause de la désinformation, elle a conduit à la mort de 3. Elle était arrivée. Et je me rappelle, le jour de son procès, Alassane a donné des instructions, bien que c'est moi qu'elle défende. Il faut qu'il soit sans pitié avec elle pour donner des leçons aux autres. Et le cas est même le cas est arrivé au Mali. Quand il y avait la polémique sur les 49 soldats ivoiriens, ils ont arrêté un voleur à Baguinida qui était en train d'être lynché. Et ils ont fait croire que non, c'est les Ivoiriens qui ont foutu la vidéo, que les Maliens ont commencé à tuer les Ivoiriens à cause de l'affaire des 49 soldats. Or, pourtant, c'est juste un voleur que les gens ont frappé à Baguinida. Nous, on a fait ce travail, on a démenti. La gendarmerie m'a confirmé que non, c'est un voleur de moto qui a été arrêté. Sur côté, quelqu'un a filmé et ça a fuité. Donc, la désinformation a des conséquences énormes. Et il ne faut pas se réjouir quand quelqu'un est victime de désinformation parce que ça peut vous arriver. Voilà. Oui. Y a-t-il un moyen de signaler les liens terroristes comme on parle avec Non, on peut signaler les pages Facebook, les comptes Twitter, mais il n'y a pas la seule façon de signaler, c'est de dire à tes proches de faire attention à ce lien. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, parce que les liens n'appartiennent à personne. Or, la page Facebook appartient à une structure. Donc, quand tu signales un faux compte, tu peux bloquer le compte. Quand tu signales un faux compte, Twitter peut bloquer. Mais le lien, les gens génèrent les faux liens, ils envoient. Donc, auprès de quelle structure? C'est de dire aux gens juste de faire attention aux faux liens, de ne pas cliquer. Donc, quand de plus en plus, ils n'auront pas de victimes, ils vont arrêter. Mais malheureusement, ils ont toujours des victimes. Parce que l'être humain est cupide, quoi. Il fait pour être victime, quoi. C'est comme quand on vous dit que si vous misez 100 000, vous gagnez 200 000. Les gens croient. Mais un marabout qui te dit de venir avec 1 million, va te donner 10 millions. Et tous les jours, ils ont des clients, quoi. Voilà. C'est inhérent à la nature humaine, quoi. Oui. Le rôle des pour lutter contre. C'est une très belle question. Le rôle de l'État. Vous savez, dans tous les pays du monde, les premiers propageurs de fausses informations, c'est le gouvernement, c'est les États. Voilà pourquoi souvent ils ne sont pas très engagés dans la lutte contre la désinformation. Parce que quand vous regardez, même si ce n'est pas eux qui produisent, souvent beaucoup de désinformations sont en faveur des gouvernements. Voilà pourquoi ils ne disent rien. Maintenant, c'est quand on commence à faire de la désinformation contre l'État, que l'État commence à menacer avec des communiqués et tout. Voilà. Par exemple, tu as vu ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de fausses informations contre le gouvernement. Donc, ils ont fait des communiqués pour menacer les gens qui diffusent, mais il n'y a pas eu d'arrestation ici. Donc, effectivement, l'État doit être le premier acteur de lutte contre la désinformation parce que la désinformation décrédibilise les États et a des conséquences sur la bonne gouvernance. Donc, il est 10. Ok. Je pense qu'on va arrêter maintenant le temps de prendre le relais du prochain interview. Oui. Donc, on est à 15. Ça va? Il y a quelqu'un pour donner ça aussi. Le temps pour tenir vous censez faire comme si vous n'êtes pas content. Non, ils sont très contents. Ils ont posé Donc, M. Guillot a posé le problème. Oui, j'ai enregistré. Deepfake avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est capable de vous montrer. C'est-à-dire, les choses, vous allez avoir du mal. Contester, n'est-ce pas? Vous allez avoir du mal à contester. Donc, face à tout ce problème, que dit l'État? Que dit la loi? Auparavant, avant Internet, on avait, je crois,